Casablanca, ma cinéville. On s'approchait de la fin du XXe siècle. Je m'étais installé par hasard à Casablanca. J'ai tout de suite aimé cette ville. Ce qui m'a surpris, c'est la rareté des évocations de celle-ci dans les lettres et les arts. Exactement ce qui m'a frappé, c'est un imaginaire de basse intensité pour une ville chargée de tant d'énergie. Vous écoutez Imaginaire du Sud, un podcast Tassaout Média, Didier Folléas. Depuis l'étranger, Casablanca n'existait que par le film éponyme de Michael Curtis, mondialement connu. Néanmoins, la ville imaginée par Curtis était décor de carton-pâte hollywoodien. Il ne renvoyait en rien à ce que moi je sentais. En cette fin de XXe siècle, le guide Michelin invitait à ne pas s'y attarder. Il conseillait de prendre la route au plus vite pour les villes impériales, Fès ou Marrakech, tellement plus typiques. Depuis le Maroc, Casablanca n'avait pas meilleure réputation. On la jugeait souvent laide, bruyante, dangereuse, trop moderne, pas vraiment marocaine. Cette ville faisait-elle peur ? Pourtant, plusieurs auteurs marocains ou européens s'étaient intéressés à elle, mais rien de tout cela ne constituait une œuvre à la mesure de celle de Neguib Mahfouz, quand il nous immergeait dans l'humanité du Caire. Je savais aussi que des films avaient montré Casablanca, mais avant Internet, on y avait très difficilement accès. Dès lors, les imaginaires de cette ville demeuraient en suspens. À défaut, d'immenses panneaux publicitaires se projetaient avec arrogance sur les écrans de ces murs blancs. Puis, à la fin des années 90, des passionnés ont alerté de la disparition en cours de ces trésors d'architecture. Des chercheurs se sont souvenus qu'elle avait une histoire singulière. Des écrivains ont ravivé sa mémoire et son âme. Une nouvelle génération de cinéastes a réalisé que la Casablanca moderne avait été conçue dans un rêve californien, comme une cinéville dotée de larges avenues et de perspectives propices au travelling en cinémascope. En ce début du XXIe siècle, Casablanca, ville-monde débordante de vitalité, retrouve ce noir et blanc et ses couleurs. Avec un beau livre très documenté, Rabea Ridaoui, formatrice en cinéma, ancienne présidente de Casa Mémoire, et Roland Carré, enseignant-chercheur à l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, lui restitue sa dimension cinématographique. Ce livre, publié en 2024 aux éditions Le Fennec, a pour titre « Ciné Casablanca, la ville blanche en 100 films ». Aussi facile d'accès qu'érudit, il situe la ville en tant que star de la longue histoire du cinéma au Maroc, de la colonisation jusqu'aujourd'hui, en passant par les lendemains de l'indépendance. Avec Roland Carré et Rabea Ridaoui, je vous emmène pour une première ciné-balade dans Casablanca. Elle partira du centre, non loin du port. Je leur proposerai des textes littéraires au gré de nos étapes et ils réagiront en puisant dans la richesse de leurs références filmiques. Notre première étape, je l'imagine comme ça. Près de l'ancienne Médina, face à l'océan. C'est la nuit. Le tombeau de Sidi Beliout, saint protecteur de la ville, veille sur le boulevard et le poète Mohamed Bennis évoque sa solitude. La nuit, l'odeur de la mer s'empare de la ville. L'anonyme menace mon corps. J'entends les vagues, violentes. Elles s'étendent avec les rues, s'élargissent, transportant la clarté des réverbères. Et dans la nuit, la lune est prisonnière, au-dessus des terrasses. Ou peut-être dort-elle avec les chats dans un coin de la gare. C'est une ville que la nuit enfante. Un tumulte de lumière la couvre, et les âmes sont près de s'effilocher à force de solitude. Est-ce que vous pensez à un film qui pourrait renvoyer à ce qu'écrit Bennis ? Comment ne pas penser à ce premier court-métrage d'un réalisateur qui malheureusement n'a pas pu en faire beaucoup par la suite, Mohamed Afifi. C'est l'un des précurseurs du cinéma marocain post-indépendance. C'est un court-métrage documentaire qui s'appelle De chair et d'acier et qui a été réalisé pour le compte du CCM en 1959. Rabea ?
Que dire de plus sur ce magnifique documentaire que j'apprécie particulièrement et qui est très représentatif de Casablanca, puisque c'est le cœur névralgique qui a fait cette ville, qui est très bien décrit à travers les images poétiques et graphiques dans ce documentaire. Par ailleurs, moi, la thématique de ce poème, qui est la solitude et la mer, me renvoie à un autre film marocain, Le coiffeur du quartier des pauvres, et à une séquence plus précisément, une séquence de solitude et de désespoir du héros, Miloud, qui, après de multiples déboires, se retrouve désespéré en contemplant la ville à partir de la corniche, et il décrit Casablanca comme une ville monstrueuse en la comparant à une bête endormie, puisqu'il a cette vue sur la ville qui paraît belle et paisible de loin, et pourtant elle cache des choses bien étranges, et on a une vue de la ville brumeuse et sombre qui va finir par asphyxier Miloud. كتبان ظريفة من هنا مدينتنا، كتبان ظريفة، كتبان بحال شي غول باقي ما فاق، كتبان ظريفة واخا هكا، ولكن داكشي اللي مخبيه وسطها العجاب. Alors, on fait quelques pas et on entre par la porte de la marine ouverte dans les remparts, dans l'ancienne Médina, dont la création remonterait aux Phéniciens. C'est encore la nuit. Le romancier Mohamed Lefta y met en scène flics et voyous de nos jours. Le flic qui était assis au volant et son collègue descendirent. Et ce dernier s'avança vers Zapata, lui ordonna de lever les mains et commença à le palper. Il retira de la poche intérieure de sa jaquette le paquet livré bénévolement par Ingvar à Zapata. « Que contient ce paquet ?» Zapata, qui ne savait pas mentir, répondit « C'est un cadeau d'amour. » Le flic ricana. « Et celle qui te l'a offert, c'est bien sûr cette fille, au front ceint par une bande rouge, et qui doit être ta fiancée, je suppose. » Le ton du flic était ironique, et il avait appuyé sur le mot « fille » en le prononçant. Zapata, qui n'avait nulle envie de prendre son visage d'ange bagarreur, après ces 2 nuits enchantées qu'il venait de vivre, s'efforça de sourire, et il répondit à ce flic qui l'interrogeait, alors que son collègue se contentait de le regarder attentivement d'un air bizarre. « Écoute, je m'appelle Zapata, et n'importe quel habitant du quartier Bouzbir ou de la Médina te dira qui je suis. Il vaut mieux pour toi que tu nous laisses passer, ma sœur et moi. » Cette évocation de la Médina comme étant un repère de bandits à titre personnel m'a automatiquement fait penser à la séquence inaugurale d'un film réalisé par Bernard Borderie qui s'appelle La Môme vert de gris. Il y a des tas de filles qui sont aussi jolies et qui s'ennuient. Ah, elle n'est pas... Non, elle est en main. Vous savez ce que ça veut dire. C'est un film réalisé en 1953. Bernard Borderie, qu'on connaît notamment pour la saga des Angéliques, nous livre un véritable polar tourné dans les rues de Casablanca, entre autres, ainsi que Tanger. Et le film commence avec une voix off qui nous introduit dans les méandres de la Médina en l'évoquant comme étant un véritable coupe-gorge, un lieu où il ne fait pas bon se promener la nuit, où n'importe quel individu peut avoir l'air louche et peut très bien nous valoir quelques ennuis. Une fois de plus, Casablanca est vu comme un lieu où on risque sa vie, mais avec cette atmosphère, ce noir et blanc et ce genre du polar très en vogue à l'époque, je pense que c'est à ce film que cet extrait me fait le plus penser. Qu'est-ce que vous racontez là? Oui, votre ami. La police vient de découvrir un nouveau magabé. Non, où ça? Dans une cabine téléphonique. Yoshi! Moi, ça m'a fait étrangement penser à un autre film réalisé beaucoup plus tard, qui est Zanqa Contact, Burning Casablanca. المرضي اللي لاباس عليه لا وهذاك الجن كيوجع القبر
Ça rappelle aussi une romance ou une passion un peu difficile, on va dire, entre deux personnages et qui la vivent dans les bas-fonds de la ville, donc dans la Médina, à Derb Kouba, dans un cas contact, où Raja, la prostituée, qui va dire Kaza, ici Kaza, Allah nous a abandonnés. Nous poursuivons notre ciné-balade en traversant la Médina. Nous passons devant la mosquée Ould el-Hamra, la synagogue Etedgui et l'ancienne église espagnole San Buenaventura. Je vous rassure, il ne nous est rien arrivé de grave. Nous voici de l'autre côté des murs, côté terre. Et là, flashback. Tourne loin en arrière, en 1913, un an après l'instauration du protectorat français. L'écrivain André Chevrillon donne sa vision du colon et de l'indigène, comme on disait alors. Un soir, sortant des noirceurs d'un vague boulevard extérieur, je m'étais arrêté, fasciné par les flammes d'acétylène et les réverbérants miroirs d'un grand café glacier. Au centre de ce golfe de lumière, la divette, robe fourreau de satin jaune, poitrine débordante, jetait au rang de buveurs le refrain d'une chanson de Montmartre. Une vague fête foraine s'espaçait alentour, et dans les intervalles des couplets, on percevait des nasillements de gramophones, de vagues relents de bastringues. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Tout d'un coup, j'eus l'inquiétant sentiment que derrière moi, sur l'autre bord de la route, une vie nombreuse respirait. Je n'avais d'abord aperçu là que de vagues pâleurs, comme d'amas de sable ou d'argile. C'étaient, prostrés contre la terre, des paysans arabes. Ils étaient venus le soir pour le marché du lendemain. Accroupis bas sur leurs talons, empaquetés dans leur laine terreuse, ils se serraient les uns contre les autres et restaient là, muets, farouches, abritant leurs yeux de leurs mains comme ils font dans la plaine pour voir au loin du côté du soleil. Ils regardaient, sous les feux de l'acétylène, l'immodeste et glapissante femme roumie, les rangs de consommateurs, les garçons portant haut les plateaux chargés de bocs et de liqueurs. Que pouvaient-ils penser de cette stupéfiante révélation de l'Europe ? La description de cette invasion européenne proposée par le texte m'a beaucoup fait penser à un court-métrage de propagande coloniale qui s'appelle La Fugue de Mahmoud, réalisé dans les années 1950 par Roger Linhart. C'est l'histoire d'un petit fellah, un petit paysan qui s'appelle Mahmoud, qui décide de quitter son village pour aller tenter sa chance à Casablanca, ville où à l'époque il y avait vraiment, d'après dans beaucoup d'esprits de personnes de la communauté rurale, l'idée de trouver du travail, de l'argent, plus de bonheur qu'en campagne. Et alors, je ne vais pas évoquer toutes les péripéties vécues par le petit héros une fois arrivé à Casablanca, mais avant que les premiers problèmes ne lui tombent dessus, il effectivement tombe en admiration devant les grues, devant les bâtiments. Il se promène au port, il voit les bateaux, il voit tout l'attirail qui permet des choses assez incroyables qu'il n'avait jamais vues de sa vie. Ça, c'est ce qu'on voit dans Chair et d'acier, par exemple. Aussi, mais là, mais dans De Chair et d'acier, c'est la caméra qui nous le montre, tandis que dans le court-métrage que j'évoque, c'est vraiment à travers les yeux de ce petit garçon époustouflé. Il vient de la campagne, il n'a jamais vu ça, et pour lui c'est l'hyper-modernité.
Il se promène dans les rues du centre-ville, il voit effectivement les cafés, il voit les serveurs, il voit les occidentaux qui s'habillent, qui se coiffent, qui se promènent de façon très différente de ce que lui avait pu connaître jusqu'ici. Et très vite, évidemment, les problèmes vont commencer à lui tomber dessus. Il va s'apercevoir que derrière cette façade rutilante, évidemment, se cachent des soucis qui atteignent directement la population locale dont il fait partie. Ah la barre. Mais non, il était trop fier pour cela. Il avait dû chercher du travail. Il logeait sans doute maintenant dans quelques coins de cette immense bidonville, de cette zone dont les taches s'étendent autour de la moderne et blanche Casa. Pour poursuivre sur ta réflexion, Roland, sur la fugue de Mahmoud, il y a eu effectivement une séquence très marquante dans le film qui reprend un peu l'idée du texte cité, que tu avais sélectionné, qu'on devait mettre dans l'ouvrage, mais qu'on a fini par enlever. C'est le petit texte de Ahmed Bouanani dans La 7e porte, une histoire du cinéma au Maroc, de 1907 à 1986, et qui cite une séquence en particulier, donc je cite ces mots: un autre film, un documentaire romancé, signé Roger Linard, contient de grandes séquences casablancaises, c'est La fugue de Mahmoud 1952, où l'une des scènes nous est restée dans la mémoire. À la terrasse d'un café européen, dansent et boivent des couples bien costumés. Derrière une barrière, la foule des badauds indigènes. Tu te souviens de cette séquence? Effectivement. Elle est très marquante. Oui, nous n'avons pas retenu cette citation pour le livre faute de place, mais oui, Bouanani avait visé tout à fait juste. Là, Roland et Rabea, je crois qu'il faut vraiment que vous nous parliez davantage de ce personnage central dans l'histoire du cinéma au Maroc, et Ahmed Bouanani. Oui. Il faut nous le présenter. Ahmed Bouanani, c'est une figure incontournable de la culture marocaine post-indépendance. Il fait partie des tout premiers cinéastes formés à l'IDEC et qui reviennent au Maroc dès les années 60 pour proposer à la cinématographie marocaine des premiers films, d'abord des courts-métrages, puis des longs-métrages. Donc lui et ses compagnons vont réaliser des films extrêmement importants dans l'émergence de cette cinématographie. Et Bouanani, en parallèle, est un penseur, un intellectuel, un poète, un écrivain, un dessinateur. Il va publier dans différents journaux, revues comme Souffle, par exemple, des textes souvent, alors parfois contestataires, parfois plutôt d'ordre anthropologique ou poétique. Il va participer à des débats, des tables rondes, etc., qui vont permettre vraiment de définir l'identité de la culture marocaine moderne, et de voir aussi en quoi il y a moyen de rompre avec tout ce que l'Occident a pu imposer durant la première moitié du XXe siècle, et en quoi également il est nécessaire pour le Maroc de l'époque et d'aujourd'hui encore de se reconnecter avec un Maroc pré-colonial, littéralement disparu des mémoires, disparu des archives, que ce soit par les colons ou par l'État marocain suite à l'indépendance. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important. Il va réaliser des films incroyables, des courts-métrages comme Mémoire 14 ou Petite histoire en marge du cinématographe ou 6 et 12 qu'il va co-réaliser. Il va faire un long-métrage passionnant, Mirage. Il va pas réaliser plus de films que cela, malheureusement, mais il va s'éteindre au début des années 2000. Je n'ai plus la date précise, mais il va véritablement marquer le Maroc et sa culture de son empreinte et de sa touche si personnelle. Oui, tout à fait. Ahmed Bouanani est vraiment un grand cinéaste, malheureusement qui n'a pas été apprécié et mis en valeur de son vivant, puisqu'il a
il a beaucoup été combattu pour ses idées, pour ses innovations. On l'a même refoulé dans des postes un peu, on va dire, où il pouvait pas trop s'exprimer. Et il a fini par s'exiler dans un petit village à Zilal, je pense, où il a écrit ce magnifique livre qui retrace l'histoire cinématographique marocaine. Moi, ce que je retiens de Bouanani, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à rétablir la mémoire marocaine, qui a été bien évidemment violée par les années de la colonisation. Et il aimait commencer ses récits par une citation où il disait « Heureux celui dont la mémoire repose en paix ». Oui, c'est une très jolie formule. Restons sur cette immense place qui s'appelait jadis Place de France, aujourd'hui Place des Nations Unies. On y retrouve l'auteur de polar, Tito Topin, natif de Casablanca. Ici, il revoit son adolescence dans les années 40, et moi, je le vois tout à la fois insouciant et inquiet, alors que montent les tensions qui mèneront à l'indépendance. Je me vois plus tard avec des copains de mon âge, allumant une cigarette en sortant du Régent ou de l'Apollo, je ne sais plus. La tête remplie de cris d'indiens dans la bousculade des âneries. Balek, Balek 17 ans, et des rêves de chevauchés fantastiques. Je repousse les assauts répétés d'une bande de petits cireurs, armés jusqu'aux dents de brosses noires. Vous êtes fous? Je suis le bandit masqué et j'embrasse la jeune fille à la fin du film. C'était été 46. Je me vois derrière les planches, picorant des pépites salées dans un cornet de papier journal. Le petit Marocain daté de 1948. La foule est dense. Elle soulève un nuage de poussière. Le ciel est jaune au-dessus des grands immeubles. Du sable venu du Grand Sud tourbillonne dans les rafales de vent. Ce qu'on appelle les planches sont les grandes palissades publicitaires qui cachent la partie de l'ancienne Médina qu'on vient de raser pour agrandir la place de France. Je me vois leur disant « Vous êtes fous, arrêtez !» Alors moi, je n'ai pas pensé à un film en particulier en redécouvrant ce passage. J'ai pensé à la jeunesse d'un autre cinéaste très important de la cinématographie marocaine qui, un peu comme Ahmed Bouanani, parcourt notre livre tel un spectre qui, d'une façon ou d'une autre, pose sa marque et nous rappelle à quel point il aura été important et déterminant dans l'émergence de la cinématographie nationale. Cet homme, c'est Mohamed Ousfour. Mohamed Ousfour, qui est souvent considéré par les historiens comme étant le premier cinéaste marocain, en tout cas le premier officiel. C'est un jeune homme parti vraiment de zéro, de conditions sociales très 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 modestes. Il découvre le cinéma adolescent avec ses copains dans des salles de quartier, au Marif, dans la Médina, un peu partout dans la ville de Casablanca. Il se passionne des aventures de Tarzan, de Robin des Bois, de tous ces films américains qui viennent alimenter son imaginaire. Les films burlesques de Chaplin, évidemment, aussi, bien sûr. Et il commence à se rêver lui-même cinéaste. Il économise pour pouvoir s'acheter sa première caméra Pathé Baby 9,5 mm. Et avec ses copains, dans le bois d'Endieb ou dans différents endroits de la ville, il se met à rejouer les aventures de Tarzan, de Robin des Bois, de Charlot, à la marocaine évidemment, et avec les moyens du bord, avec des maquillages, des costumes, parfois évidemment très rudimentaires, mais il y a un amour du cinéma, il y a un appétit, il y a une envie véritablement d'en faire quelque chose. Et ces premiers films très amateurs existent encore, ils ont été numérisés, conservés, ils ont été découverts par Ahmed Bouanani justement, quand Ousfour faisait ses projections de fortune dans son garage ou ailleurs. Bouanani a figuré parmi ses premiers spectateurs. Et c'est à partir de ce premier cinéaste amateur et plein d'amour du cinéma que d'autres ont pu suivre la voie et faire du 7e art leur métier. Et donc du coup, en découvrant ce texte, je vois ce jeune homme, alors certes qui n'est pas marocain, mais qui est pareil, empli de passion. Il devient le roi du monde
monde, c'est celui qui embrasse les filles, c'est celui qui conquiert tous les territoires. Je ne peux pas m'empêcher à ce jeune homme, ce petit Chikio, comme on le surnommait à l'époque, ce petit Mohamed Osfour aussi, qui lui-même a dû se sentir envahi par les mêmes émotions durant son enfance. L'histoire d'Osfour me fait souvent penser à celle de Méliès, parce que je revois Méliès à la toute fin du 19e siècle, dans le bois de Vincennes, où il reconstitue là aussi tout un univers et des batailles, et voilà. Alors moi, ce texte de Tito Topin attire mon attention par rapport à ces lieux qu'il raconte. D'abord 2 salles de cinéma qui ont disparu malheureusement de la ville de Casablanca, le Régent et l'Apollo, mais surtout un repère urbain qui a longtemps marqué les esprits des Casablancais, ce sont les planches. Alors les planches dont parle Topin, avait remplacé la partie de la muraille de la Médina qui a été démolie dans les années 30 pour cacher le Mellah, donc le quartier juif, et une place qui s'appelait la Bhira, qui veut dire le grand potager. Et ces planches-là, qui devaient rester, qui étaient provisoires, étaient devenues un vrai repère urbain, et les gens disaient, on se donne rendez-vous à côté des planches, ou alors on disait derrière les planches. Mais ce qui était intéressant, c'est que ces planches-là, pendant très longtemps, elles ont servi de support publicitaire pour les films qui étaient projetés dans les belles salles casablancaises. Et donc il y avait de très belles affiches qui ornaient ces planches-là. Poursuivons notre ciné-balade. Vous venez d'évoquer ces très belles salles de cinéma aujourd'hui détruites ou fermées pour la plupart. Elles furent l'un des marqueurs de Casablanca, et nous allons en découvrir d'autres. Descendons vers le sud, par le quartier Lusitania, où la réalisatrice marocaine juive Isa Genini a tourné plusieurs scènes de son documentaire « Retrouver Oulad Moumen » en 1994. On y parle de la coexistence des différentes communautés dans le partage et le respect. Voilà la menthe. Regarde, avec le petit lien en feuille de palmier là. Boulevard Ziraoui, sur notre gauche, voici le petit cinéma L'Arc, à l'abandon. Durant les années 80, un ciné-club y réunissait des cinéphiles passionnés de débats politiques. Cela lui fut fatal. À proximité, dans la salle de la Fédération des œuvres laïques, la Folle comme on dit ici, on projetait des films soviétiques. Un peu plus loin encore, nous sommes au Maarif, ancien îlot italo-espagnol. Peu de temps avant l'indépendance, enfant des quartiers pauvres du protectorat, le romancier Driss El-Khoury se faufilait dans ce microcosme blanc pour aller au cinéma. Il écrit « Voici le Maarif, espace européen autonome, autosuffisant, à portée de nos yeux furteurs. Un assortiment de colonies européennes installées au début du siècle. Elles ont fait souche ici et ont fini par y voir un don personnel du ciel. Alors, comment y accéder, nous les gosses pauvres du Derbralef, le découvrir et voir ses habitants chrétiens? Appréciera-t-on notre teint brun et nos traits rudes? Entre le bout de la rue du Jura, qui débouche sur la large et longue avenue Jean Courtin et l'église Sainte-Marie, si ma mémoire est fidèle, il y avait 3 cinémas très rapprochés et 2 rangées de maisons et de magasins. Les cinémas Monte-Carlo, Mondial et le Familia derrière l'église. Tout près, en face, le petit cinéma Rex. Dans ces 4 salles, notre génération a découvert le cinéma et sa magie particulière. Nous avons vibré avec les héros, bons et méchants, Gary Cooper, Cary Grant, Burt Lancaster, James Dean, Mickey Rooney, Scarface, Jean Gabin, Simone Signoret ou Michel Simon. Films de Tarzan, de cow-boy, sombres films policiers. Mais le spectacle qui enchantait les Espagnols du Maarif à en pleurer, c'était cet enfant espagnol, triste, appelé Joselito. Nous avions, nous aussi, besoin de voir des films, tout comme les autres. Aussi, empruntions-nous ou mendions-nous quelques francs aux amis et aux parents. Ce texte me fait penser à un film réalisé par Ahmed Mounani et consacré à Mohamed Osfour. C'est un court-métrage des actualités marocaines de l'époque qui a été réalisé en 1973.
et qui s'intitule Petite histoire en marge du cinématographe. Ça fait une petite dizaine de minutes de mémoire, et donc c'est un petit film où Buonanni rend hommage à Osfour, qui pour lui fut une véritable inspiration, en reconstituant sa vie de son enfance jusqu'à son âge adulte, où il est devenu un professionnel du cinéma, qui travaille sur des tournages quand il réalise pas lui-même des films et tout, et il demande aux propres enfants d'Osfour de jouer le rôle de son père à différents âges de sa vie. Donc on a le plus petit qui joue le rôle de Mohamed Osfour quand il était enfant, puis le un peu plus grand, puis après adolescent, etc. Et à la fin, le film se termine sur le véritable corps de Osfour adulte, qui est en train de tenir une caméra et en train de travailler sur un film. Et alors du coup, Buonanni reconstitue l'enfance faubourienne de Osfour, qui lui-même, comme on le disait tout à l'heure, donc allait traîner dans les salles de cinéma du Maarif et d'autres encore. Parfois, il traversait plusieurs quartiers avec ses copains pour pouvoir atteindre la salle où se jouait le film qui l'intéressait plus que tout. Et c'est comme ça qu'il a pu découvrir, émerveillé, dans des salles où le noir envahissait complètement la pièce et où l'écran face à lui s'illuminait pour d'un coup faire surgir des images en mouvement qui venaient du coup imprimer sur sa rétine les aventures de Tarzan, de Robin des Bois, etc., qui profondément, très durablement ont pu le marquer. C'est très émouvant de voir à quel point cette expérimentation du cinéma a pu marquer un jeune enfant que rien ne destinait à pouvoir faire de cet art son métier, surtout qu'à l'époque les Marocains étaient encore interdits, empêchés par les colons de faire du cinéma. À la limite, ils pouvaient éventuellement être figurants, ils pouvaient faire de la figuration dans les films, et il était hors de question de pouvoir réaliser un film, d'en écrire un ou d'avoir un poste important. Et Osfour, du coup, en s'emparant lui-même avec sa caméra amateur du cinéma, va contredire en fait cette interdiction, va la contrebalancer, et après l'indépendance va pouvoir s'adonner à cette activité en toute liberté et à en faire son métier. Alors, ce que tu viens de dire est tout à fait pertinent et exact. Les Marocains ne pouvaient pas, du temps du protectorat, accéder à des fonctions importantes dans le cinéma. Néanmoins, certains ont pu devenir techniciens. Et c'est ce qui peut expliquer aussi, c'est l'une des raisons qui peuvent expliquer comment le cinéma a commencé très tôt au Maroc, parce qu'il y avait aussi ces techniciens déjà présents, déjà formés. Alors effectivement, il y a certains Marocains qui ont été amenés à servir de main d'œuvre sur les tournages de films. Alors ça restait des postes mineurs, hein. C'était pas non plus des postes à responsabilité, directeur photo, etc. Mais c'est vrai que oui, on pouvait les recruter pour aider à travailler sur la régie, ou à brancher les câbles, ou à faire un peu d'assistanat, ou à ranger le matériel après le tournage, des choses comme ça. Et du coup, des Marocains se retrouvaient sur les plateaux tout simplement à apprendre en regardant comment ça se passait, sans forcément toujours pouvoir toucher eux-mêmes le matériel. Et c'est vrai qu'après l'indépendance, les premiers cinéastes, pour la plupart, sont quand même allés étudier le cinéma à l'étranger, en France, aux États-Unis, en Russie, en Pologne notamment, ou en Italie. Mais c'est vrai que certains autres, effectivement, de par leur expérience sur place, ont pu également développer leurs capacités en restant au pays. Après l'indépendance, si certains sont partis étudier à l'étranger, Casablanca, métropole industrielle, est restée un pôle d'attraction majeur. Chassés par la misère des campagnes depuis le protectorat, des dizaines de milliers de paysans se sont installés comme ils pouvaient dans les nombreux bidonvilles ceinturant l'agglomération. Des jeunes aussi sont venus tenter leur chance, attirés par les lumières de la ville. C'est le cas de l'écrivain Ahmed Bousfour, débarqué de sa province dans les années 70. À ses yeux, Casablanca était alors bleue, comme la liberté, en dépit des années de plomb du règne d'Hassan II. Traversons le parc de la Ligue arabe, à l'ombre de ces palmiers centenaires bien alignés, et retrouvons Ahmed Bousfour au cœur des quartiers néo-mauresques ou art déco du centre-ville, jadis bâtis pour loger les colons européens. Je vous propose cet extrait.
Dans le giron de cette jeune mère célibataire, j'ai posé ma tête fiévreuse et je me suis mise à balbutier les lettres bleues, à apprendre la liberté. Casablanca m'a appris l'écoute. J'écoute quand ce qui est à écouter est nouveau, étonnant, ou différent, étrange, ou beau, ravissant, énigmatique, inspirant. Et Casablanca était tout cela. Avec son théâtre municipal à la programmation variée et dont le café foisonnait d'activités littéraires, poétiques, philosophiques. Avec en face le café La Comédie, toujours peuplé de grands artistes. Avec les salles de cinéma où l'on pouvait voir tous les cinémas du monde, de l'Europe à l'Amérique, à l'Inde, à l'Égypte. Et les ciné-clubs débordant de spectateurs et de discussions tapageuses. Casablanca était tout cela avec la voix bouleversante de Larbi Batma et la voix joyeuse de Mohamed El Ayani, avec la musique de Nassel Riwan, les récits de Zafzaf et les poèmes de Nissabouri, de Joumari, de Mustapha Toumi. Par certains mots-clés, Nassel Riwan, le théâtre municipal, Larbi Batma, comment ne pas penser bien entendu à ce film culte réalisé en 1981 par Ahmed El Manouni, Trans. C'est un film par lequel El Manouni suit avec sa caméra une tournée du fameux groupe de musique très populaire à l'époque, dans plusieurs villes et dans plusieurs pays même, entre Maroc, Tunisie et France, si ma mémoire est bonne. Et en même temps, en parallèle de tout ça, El Manouni revient avec les membres de Nassel Riwan au quartier populaire Aïe Mohamedi, là où tout est né, là où ils se sont formés, là où ils se sont entraînés, là où ils ont commencé à élaborer leur première musique, leur première chanson. Et El Manouni montre très bien dans ce film à quel point ce quartier Aïe Mohamedi a été fondamental dans l'émergence d'une culture populaire marocaine pleinement ancré dans les années de plomb et paradoxalement très contestataire par rapport justement aux problèmes d'ordre politique qui bridaient le Maroc à cette époque-là. Il n'y avait pas que Nassel Riwan, évidemment, il y avait aussi des écrivains, des poètes, des acteurs, des musiciens, etc. Et on voit également le théâtre municipal dans le film. On voit son directeur de l'époque, Tayeb Sadiki, très grande figure du théâtre marocain et de la scène marocaine de façon plus générale, du cinéma marocain aussi. Sadiki apparaît dans le film et c'est effectivement à la fois un âge d'or de la culture populaire moderne marocaine qui est représentée dans ce film et en même temps c'est un film aussi qui montre à quel point les conditions de vie étaient difficiles à l'époque, elles le sont encore aujourd'hui et à quel point la culture pouvait être une arme, une véritable arme pour lutter, pour continuer à vivre, à rester debout face à tous les défis que pouvait imposer la vie, la politique en général à cette époque. Alors pour poursuivre sur cette idée, malheureusement toute cette effervescence culturelle qu'a connue le Maroc dans les années 70, elle a été réprimée. On peut citer cette période sombre des années de plomb que Ali Safi, le documentariste, a décrit dans son magnifique documentaire Avant le déclin du jour, qui est sorti en 2020 et qui retrace toute cette période fructueuse où les artistes marocains réinventaient vraiment une culture marocaine ancrée dans la mémoire et la tradition. C'est tous ces artistes contestataires de l'époque, ils ont aussi influencé les courants étudiants, donc qui étaient aussi dans la contestation. Et malheureusement, tout ça a conduit à une très forte répression par les autorités. Et Ali Safi sort toute cette mémoire oubliée et nous retrace une très belle histoire. En fait, il réhabilite tous ces artistes qui ont été
gommé ou oublié tout simplement du paysage culturel. Quand on parle des années 70, on ne peut pas passer outre les années de plomb qui ont marqué quand même les esprits. Voilà, et c'est à mettre en relation avec ce que vous racontiez tout à l'heure au sujet de la revue Souffle, par exemple, qui était une véritable pépinière de talents dans tous les domaines artistiques, que ce soit la peinture, le cinéma, la littérature, le théâtre, cette effervescence extraordinaire qui, comme on le sait, a été brisée aussi politiquement et de façon extrêmement brutale souvent. Voici les lieux, voici les hommes, voici le chant. Vous évoquiez cette effervescence artistique et intellectuelle des années 60-70. Depuis, une nouvelle génération a émergé où les femmes tiennent toute leur place. J'aimerais vous lire l'extrait d'un texte de la poétesse Amira Jehan Ralfallah. On est à 2 pas rue d'Agadir. En plongée subjective, du haut de sa fenêtre, l'autrice observe Wardia, femme de la rue. J'habite aux 3 rues d'Agadir. Elle habite entre le 3 et le 4, entre 2 rues interdites, se réfugie entre 2 insultes. Les yeux fermés, Wardia ne court plus. Elle reste debout au pied de l'immeuble, avec sa djellaba à fleurs et des pieds de henné. Tous les matins, Wardia, femme phénix, traverse sa vie barbelée, s'égare sans jamais s'éloigner. Wardia commence sa journée en regardant la moitié de son visage, dans une moitié de miroir. Wardia regarde cette moitié qu'elle peut encore voir, enfonce un bâton noir entre ses paupières. Entre sa peau tannée et son nom de fleur, un peu de noirceur pour apaiser ses rancœurs. Wardia ajuste son maquillage. De sa salive, elle essuie le peu de rouge qui fait déborder sa rage. Cette Wardia qui est dans la rue, qui a priori donc est assujettie au regard, qui à la fois est caché, qui en même temps est visible. J'aime beaucoup la réplique finale, elle essuie le peu de rouge qui fait déborder sa rage. Moi je pense effectivement sur cette question du corps féminin dans l'espace public urbain, je pense à cette scène de Razia de Nabil Ayouch, où le personnage joué par Mariam Touzani se promène dans le centre-ville de Casablanca, je crois que c'est dans le boulevard Mohamed V si je me trompe pas, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est dans le centre-ville, et donc elle est en tailleur, avec on voit ses jambes, elle ne se couvre pas les cheveux, et les personnes autour d'elle la dévisagent, la regardent d'un air patibulaire, moqueur ou au contraire malsain, dérangé, et ces personnes qui la regardent avec cet air-là sont tout aussi bien des hommes que des femmes. On voit aussi des femmes qui ne semblent pas apprécier que l'une de leurs consoeurs s'habille et se promène ainsi. Et j'ai ressenti dans ce plan cette solitude que peuvent éprouver certaines personnes qui cherchent à éviter pas à éviter les regards, mais en tout cas à faire fi des regards dont elles peuvent faire l'objet pour ne pas s'empêcher de s'habiller, de se comporter, de vivre leur vie comme elles l'entendent, en dépit évidemment des problèmes que cela peut poser. Je pense à un film qui a été tourné également au centre-ville, pas très éloigné de la rue d'Agadir, puisqu'on est dans le quartier Benjdia, le quartier Liberté. On parle d'un film qui a été interdit, donc un film tourné clandestinement qui s'intitule La longue journée. En anglais, c'était Breadwinner de Mohamed Oumoulud El-Abbasi et Donna Wolf, et qui ont retracé à travers ce film dont on n'a retrouvé que des rushs, un phénomène social de l'époque, c'est ce qu'on appelle le mouqaf, c'est-à-dire des femmes souvent issues de régions rurales qui viennent se poser dans la ville, donc la place de la femme dans la ville, qui viennent se poser dans un espace en attente de trouver un travail pour vendre soit des efforts ménagers ou alors autre chose, puisque on découvre aussi
donc la précarité de ces femmes, l'harcèlement des hommes et la prostitution. Et tout ça questionne donc la place de la femme dans une ville comme Casablanca. Effectivement, la question de la place des femmes revient de plus en plus souvent dans la littérature et le cinéma au Maroc. Dans son roman Aussi riche que le roi, paru en 1921, Abigail Assor fait de son personnage principal, Sarah, une transfuge de classe. Issue d'un quartier prolétaire de Casablanca, Sarah drague les fils de bourgeois de la colline très huppée d'Anfa. Dans le passage que je vais lire, elle entraîne son amoureux Driss à s'encanailler dans un snack populaire. Une lampe de poche s'était braquée sur eux. La lumière était si aveuglante qu'ils durent se séparer pour se couvrir les yeux. Entre ses doigts, Sarah distingua la silhouette d'un flic en uniforme, une casquette bleue et blanc sur la tête et de la mayonnaise sur sa moustache. Il tenait dans sa main libre une assiette merguez. « Papier du mariage ou c'est le poste, direct !» Derrière eux, les gars assis aux tables Coca-Cola se marraient, du persil entre les dents. « Doucement, doucement, dit Driss, en agitant la main pour chasser la lumière. Il avait prononcé les mots en arabe, presque immédiatement, comme s'il les avait lus dans un manuel de voyage, dans la section « Comment réagir avec la police ». « Attends-moi ici, dit-il à Sarah, en entraînant le flic sur le côté. » Il y avait l'odeur des brochettes, les gars des tables Coca-Cola qui la sifflaient. « T'es belle, petite !» Le bruit sur le terrain d'en face, avec les chants du Raja, l'équipe de foot de Casa. Il y avait le vent frais de janvier, le tintement des canettes qui s'entrechoquaient, les insultes, les crachats. Il y avait Driss, là, sur le côté. Elle le voyait, géant sur ses jambes courtes, une main tranquille sur l'épaule du flic et l'autre fouillant sa poche pour lui glisser un petit billet de 100. Cet extrait me fait penser à deux films. Mais deux films qui n'ont pas forcément beaucoup de points communs. Mais d'une part, il est question de jeunesse dorée, du quartier d'Anfa. Et je ne peux pas m'empêcher évidemment de penser au premier long métrage de Laila Marakchi, Maroc, sorti en 2005, qui se passe quasi exclusivement dans ce secteur de la ville de Casablanca, très huppé, où vivote une certaine jeunesse dorée marocaine qui s'adonne à des fêtes, à des rodéos de voitures, à des moments très sympathiques, mais déconnectés d'une certaine réalité, d'une autre réalité casablancaise, parce que bon, cette jeunesse dorée, c'est aussi une réalité de la ville, malgré ce que certains critiques de l'époque ont pu dire pour fustiger le film de Marakchi. Et alors, il y a la scène, effectivement, d'ouverture de Maroc, où il y a un couple est en train de vivre un petit moment d'intimité dans une voiture sur un parking, et un policier vient toquer à la portière pour demander quels âges ils ont, s'ils ont leurs papiers, s'ils sont mariés, etc. Donc forcément, il y a une embrouille qui se crée. Le jeune homme, si je me trompe pas, essaye d'acheter le flic en lui donnant un billet, et la jeune fille commence à lui reprocher de se laisser faire, etc. Donc voilà, là on est dans quelque chose qui, je pense, arrive très souvent, et pas que dans ce secteur géographique et culturel là. Démarre, t'es vraiment con. Et qui c'est ce beau gosse? Et sinon, cet extrait m'a aussi fait penser un long métrage de Mostafa Derkaoui. Alors Mostafa Derkaoui qui fait partie des pionniers du cinéma marocain, et qui, à l'aube des années 2000, a réalisé des films un petit peu plus axés vers le grand public, dont Casablanca by Night, qui met en scène une jeune femme issue d'un milieu très modeste et qui travaille dans un cabaret en vue de gagner de l'argent pour pouvoir financer une opération vitale que doit subir son petit frère sous peine d'y laisser la vie. Voilà, donc du coup ce sont deux milieux sociologiques très antithétiques, mais voilà à quoi cet extrait m'a fait penser. Donc nous approchons de la fin de la première partie de notre ciné-balade dans Casablanca. Je vous emmène maintenant vers des lieux qui ont inspiré les écrivains et les cinéastes qui interrogent la modernité la plus contemporaine. Nous voici boulevard d'Anfa, l'un des axes majeurs de la mégapole, avec Hicham Lasri.
Réalisateur, dramaturge, bédéiste, il est aussi scénariste et romancier. Je vous lis un passage d'un texte intitulé « Barbu et Barbie à Casablanca ». La scène est filmée la nuit au téléphone portable. Il s'agit d'un féminicide. Description de la vidéo. Axe. Depuis le 3e étage de l'immeuble 293. 2e fenêtre de l'immeuble en partant de la gauche. Son. Frottement. Crachotement d'un mélange de souffle de télévision et de rire. Puis des hurlements. Sous un lampadaire, il y a une prostituée qui fait un doigt d'honneur à une picanto qui s'arrête. On devine que le conducteur a insulté la prostituée. Temps mort. Des taxis rouges passent en trombe. Silence. La prostituée fait tournoyer son sac imitation Louis Vuitton. Puis un barbu, à l'âge imprécis, arrive en courant pour surprendre la prostituée. Il la jette par terre et la piétine un moment avant de sortir un objet de sa poche. Note. La vidéo devient très confuse à partir de ce moment. Pendant quelques secondes, il est très difficile de comprendre ce qui se passe. Mais il est clair que l'auteur de la vidéo est pris de spasme face à la violence des attaques du barbu. La vidéo se stabilise pour finir par montrer le barbu, debout au-dessus du cadavre de la prostituée. Une flaque noire et luisante se forme autour de ses pieds. Hicham Lasri, ça doit vous parler ? Ah bah oui. On a retenu 4, je sais plus de ces films sur les 100 films traités dans notre livre. Il y a C'est où les chiens, The Hand, The Sea is Behind et Bangla. Oui, ça fait 4 films. Hein. 4 films d'Hicham Lasri figurent dans ce corpus. Donc oui, c'est peut dire que nous l'avons bien étudié. Effectivement. Mais cette scène, c'est celle de The End. Il y a une scène très violente dans The End. Oui, c'est ça. En fait, là, Hicham Lasri est également romancier, mais ce genre de scène, pas seulement dans la caractérisation des personnages ou ce qui se passe, mais également dans son écriture, est très typique du style de Lasri. Hein. On aurait pu d'ailleurs enlever le nom des références dans le document. On aurait tout de suite reconnu sa patte, avec notamment l'ajout du smartphone, tout ça. Enfin, c'est un cinéaste qui joue beaucoup aussi avec les technologies populaires pour pouvoir réfléchir un peu les images et leur impact. Donc c'est une scène en fait qui pourrait se passer dans n'importe quel film de Hicham Lasri. J'ai presque envie de dire ça. Mais c'est vrai que oui, dans The End, il y a des scènes de violence. Il y a ce personnage de flic très violent, notamment là, qui s'en prend au personnage. C'est pareil dans The Sea is Behind aussi, où il y a un flic également qui est très patibulaire et qui va mener la vie dure au héros. Peut-être ça me rappelle aussi un peu une ambiance de violence dans Zéro de Nourdine Khamari. Ouais, aussi, c'est vrai. Ouais. De toute façon, c'est vrai. Ce sont des réalisateurs qui ont beaucoup tourné, montré la violence des bas-fonds casablancais, surtout des ambiances nocturnes. Voilà, il faut quand même citer Casanegra. Bien évidemment. Et peut-être que vous avez prévu d'en parler après, mais je crois qu'il est incontournable. Ah oui, tout à fait. ولكن فين دايرين هاد البنات فين؟ ما عرفتش طويل دير امك. Du boulevard d'Anfa au boulevard Zaktouni, nous arrivons devant les tours jumelles du Twin Center. Érigée en 1998, peu de temps après l'entrée du Maroc dans l'Organisation mondiale du commerce, elle signale l'insertion du royaume dans l'économie monde. Je vous lis un extrait d'Éclat de chair de Mohamed Mouddan, comme une juxtaposition d'images. L'auteur, également peintre, ressuscite le veau d'or. Casablanca l'égorgée, enceinte d'un monstre se ceint d'un arc-en-ciel dans les anciens abattoirs. Pour la transe, l'éternel rêve. Offrande travestie pour le veau d'or, installé désormais sur le parvis des Twins Casablanca. Babylone en carton-pâte, qui s'admire devant un miroir hollywoodien, saupoudré de pépites de diamants et de cocaïne. Les Golden Boys de la place, complètement shootés, forniquent dans le trading floor sur des dalles de dollars virtuels au gré des ondoiements des courbes. Dehors,
Une horde de lépreuses et de pleureuses et de mendiants et de fakirs balançant des encensoirs se bousculent devant des tentes en cristal montées par des émirs en transit. D'un côté, le Twin Center apparaît dans plusieurs films tournés à Casablanca. On le voit dans Alizawa, Prince de la rue de Nabil Ayouch, on le voit dans What a Wonderful World de Fawzi Ben Saidi, dans The Seas Behind de Hicham Lasri, dans d'autres encore, et à chaque fois pas avec le même regard, pas selon le même point de vue. C'est toujours intéressant de voir que selon le cinéaste, les deux tours du Twin Center ne sont pas vus et n'ont pas la même symbolique à l'image. Mais par contre, de par la description de ce petit monde de financiers, de traders dépeint par ce passage, moi je pense à un autre film, c'est Les Enfants terribles de Casa, d'Abdelkrim Derkaoui, donc le frère de Mostafa Derkaoui qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est un film qui évoque également ce petit monde de magouilleurs, de personnes des hautes finances qui se retrouvent dans des hôtels, dans des bureaux pour trafiquer, manigancer, faire des affaires dans des conditions pas toujours très honnêtes, etc. Et ce petit monde est dépeint en parallèle par Derkaoui avec celui un petit peu plus véridique, un petit peu plus honnête, quitte à être parfois un peu dans le manichéisme, d'un petit groupe d'artistes, chanteurs, dessinateurs, comédiens, etc., qui tendent à redonner à Casablanca une image qu'elle a perdue, une image de ville source d'inspiration, de créativité, de bien-être, de vivre ensemble, etc. Donc en opposition du coup avec les capitalistes et les financiers qui seraient, selon Derkaoui, responsables de la chute et de la déliquescence de la ville. On s'était vu au congrès à Bruxelles. Ah oui, bien sûr. Là, c'est là que je te présente. Alors moi, l'image qui me vient à l'esprit, même si un peu éloignée de toutes ces descriptions que tu as faites, et c'est l'image qui m'a marquée, qui a été transcrite par Hicham Lasri dans The Seas Behind, lorsqu'il a choisi de représenter une scène où Casablanca va disparaître de la carte et où seuls vont subsister les deux tours jumelles des Twin Center. Voilà, et donc une image très apocalyptique de Casablanca dans le cinéma de Lasri, mais qui a gardé que ces deux repères urbains, voilà, pour faire un lien sur ces tours, et qui me rappelle moi étrangement, je sais pas, je lui ai posé une fois la question, mais ça me rappelle étrangement la séquence finale de La Planète des Singes avec Charlton Heston, où on voit la Statue de Liberté. Je lui ai dit s'il s'était inspiré de ça. Oui, ça peut aussi rappeler 2001, l'Odyssée de l'espace. Allons maintenant au souk du Dabralef. Nous allons rencontrer un autre auteur de la postmodernité, seul dans la ville-monde, Driss C. Jeidan. J'ai continué de marcher au milieu des allées du Dabralef. Odeur de boue, parfum de musc, palette de jus d'orange, Lacoste, lunettes de soleil, version chinoise de 2012. Un type barbu qui riait beaucoup m'a tendu un livre de Michel Houellebecq. Je ne l'avais pas encore lu. Il me le laissait à 7 dirhams. « C'est le seul, prends-le, personne n'en veut », dit-il en se curant les dents. Dès les premières lignes, ça ressemblait à tout ceci, mais en nettement mieux écrit. Le soir, j'ai commandé un sandwich aux saucisses de poulet et une salade duo fromage. Un Coca Zéro. J'ai mangé en lisant un prospectus Kitea. Ils font des promotions exceptionnelles sur les chambres à coucher. Sommier, matelas, table de nuit et lecteur DVD offert. Je crois que ni vous, ni moi, n'avons plus aucune raison de douter que nous sommes devenus semblables au reste du monde. Moi, ce passage m'a beaucoup fait rire, et avant même de réfléchir à quel film
il pourrait me faire penser. Je me suis déjà dit que ça me faisait beaucoup penser à l'univers de Hicham Lasri. Je verrais bien Hicham Lasri adapter ce roman sur grand écran, même si c'est pas un féru d'adaptation, il préfère écrire ses propres scénarios, mais il y a quelque chose de très lasrien. Alors j'ai pensé à un film de Lasri davantage qu'à d'autres, c'est Ed Bang le Labai, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a le héros désabusé, qui semble ne plus s'étonner en fait de toute l'absurdité du monde qu'il continue de devoir subir autour de lui. Un monde envahi par le capitalisme, un monde où les marques, où les slogans, où les logos, principalement issus d'Occident et d'Amérique du Nord de façon plus précise, ont envahi en fait un pays, le Maroc en l'occurrence, qui est quand même à la base culturellement très éloigné de ces codes. Dans Ed Bang le Labai, nous avons ce personnage qui se retrouve pris un petit peu le cul entre deux chaises, entre deux villages en l'occurrence, l'un qui se fait baptiser Coca-Cola et l'autre Pepsi-Cola. Et c'est un film où on voit des personnages également envahis par la télévision. On voit un bébé habillé avec le costume de Bruce Lee dans Le Jeu de la mort. Il y a plein de références par la musique, par les images, à des films, des séries, des comics, des bandes dessinées qui ont également baigné la jeunesse de Lasri et qui baignent du coup l'univers proposé par ces films. Donc voilà, à la fois critique du capitalisme, de la société de consommation, de la perte identitaire d'un pays en proie à la mondialisation, tout ça, et en même temps récit très drôle avec des personnages touchants qui malgré tout donnent envie de les suivre dans leurs aventures et tout. Voilà pourquoi ce passage m'a fait penser à ce cinéaste Lasri et à ce film-là en particulier. Alors pour situer un film tourné à Der Brellef, malheureusement il n'y en a pas, à part les premiers films de Ousfour où il a tourné dans le Qta' Ould Aïcha, qui est au sein du quartier Der Brellef. Et par ces films qui étaient plutôt des films comiques où il reproduisait Charlot, mais qui montraient quand même la pauvreté et la précarité du quartier. Voilà, c'était juste pour situer géographiquement. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Ousfour a lui-même été très influencé par le cinéma américain. Le cinéma hollywoodien. Donc déjà, Robin des Bois, Tarzan, Charlot, c'est pas du tout local, c'est pas du tout marocain. Et donc lui-même, un peu comme Kitea et Coca et Pepsi, en fait, ont envahi sa vie pour lui donner une orientation assez inattendue. Merci Rabea Ridaoui et Roland Carré, auteurs de Ciné Casablanca, La Ville Blanche en 100 films aux éditions Le Fenech. Un merci plus appuyé encore à Rabea qui, malgré son angine, nous a offert jusqu'au bout ses commentaires et son érudition. Notre ciné-balade dans Casablanca ne s'arrête pas là. Je vous retrouverai pour un second épisode en quête d'autres imaginaires vers les périphéries d'une ville en mutation constante. Ensemble, nous découvrirons d'autres écrivains et d'autres cinéastes. C'était Imaginaire du Sud, un podcast Tassaout Média, Didier Foléas.